retour dans l'Africa Newsroom. Delphine Crisois est toujours avec nous, ainsi qu'Alfred Chango, et Jean-Marie Bitomo nous a rejoint. Le groupe nucléaire français Areva réalise un plan social d'envergure sur le site d'Imouraren au Niger avec le licenciement de la grande majorité des employés. Les négociations avec les syndicats pour s'entendre sur les mesures d'accompagnement sont en point mort depuis 2 semaines. Kekelia Feto. Areva licencie près de 180 employés sur les 225 du site d'exploitation d'uranium d'Imouraren au Niger. Les travaux de cet énorme chantier, qui n'avait pas encore commencé à produire la matière première du combustible nucléaire, sont ainsi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Raison avancée pour justifier la suspension des travaux, la faiblesse des cours de l'uranium. Ce qui touche le Niger aujourd'hui, c'est une rationalisation des capacités de production d'Areva, mais malheureusement, cela arrive au niveau où les cours mondiaux de l'uranium sont relativement bas et malgré la renégociation que le gouvernement nigérian avait mise en place, ce n'est que la conséquence, c'est-à-dire ce sont les effets collatéraux de la stratégie globale d'Areva au niveau mondial. Pour certains spécialistes, ce plan social d'envergure n'est que la conséquence de la mauvaise stratégie de développement adoptée par le groupe nucléaire français. Areva s'était lancé, comment dirais-je, à construire des EPR par exemple, en Finlande et en Norvège. Et ces installations-là ont tellement eu de retard. La technologie n'étant pas encore complètement stabilisée, pratiquement tous les chantiers d'Areva dans le monde entier ont pris un retard, tout simplement pourquoi? Parce que leur dernière technologie qui s'avère être l'EPR n'est pas une technologie performante aujourd'hui. Et tous les chantiers pratiquement dans le monde entier ont pris du retard. Donc, les licenciements qui s'effectuent aujourd'hui au Niger ne sont que la conséquence de cette stratégie, si vous voulez, globale d'Areva, qui n'a pas été une stratégie à succès. Les employés contraints au départ ont tenté de négocier des conditions avantageuses en réclamant 10 mois de salaire. Selon Areva et le gouvernement nigérien, le chantier d'Imouraren doit redémarrer d'ici 2 ans pour un début d'exploitation de la mine en 2020. Alfred, c'est toujours délicat de parler de licenciement quand on évoque des grosses multinationales, des grosses sociétés comme Areva. Non, en effet, puisque au regard des dividendes que Areva engrange dans tous ces chantiers à travers le monde, effectivement, on peut dire que le Niger paye le prix fort pour Imouraren. Mais c'est vrai que depuis la découverte de cette mine-là d'Imouraren, il y a toute une série de problèmes qui s'opposent, justement. On sait une négociation difficile entre les deux, Areva et puis le gouvernement nigérien, pour arriver justement à un accord qui satisfasse tout le monde. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a toute une série de choses que Jean-Marie a rappelé dans le reportage. Mauvaise stratégie d'extension d'Areva, notamment dans la construction de ces nouvelles centrales à l'EPR, dont on ne maîtrisait pas complètement la technique, et au fond, ça a plombé, j'allais dire, le budget d'Areva. Et donc, quand on voit qu'il y a une perte de 4 milliards d'euros, justement, ça fait que aujourd'hui, le gouvernement français essaie de pousser le mariage entre Areva et EDF pour essayer de trouver un nouveau groupe et puis à minimiser les pertes. On comprend effectivement que ça soit très compliqué pour les ouvriers d'Imouraren, mais enfin, on sait que dans ces conditions-là, les discussions qui sont engagées pour permettre justement à ces gens-là d'obtenir au moins des conditions très favorables de départ, vont dans le bon sens. Jean-Marie, peut-être un mot très rapidement, on va devoir passer à la suite. D'accord. Comme je l'ai déjà dit dans le reportage, Areva, si vous voulez, paye une stratégie, technologique, qui n'était pas une stratégie technologique maîtrisée. Donc, dès cet instant-là, ce qui se passe, dirais-je, au Niger, c'est tout à fait compréhensible. Alfred vient de le dire. Il s'avère que les effectifs d'Areva maintenant sont pléthoriques par rapport à ce que Areva, le groupe a quand même perdu, comme il l'a rappelé, entre 4 et 5 milliards. Donc, il faut maintenant rationaliser. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas si grave que ça, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'uranium, c'est la matière première. C'est ça qui fait tourner les centrales nucléaires. Donc, à ce niveau-là, j'ai l'impression que la situation finira par se rétablir une fois, c'est-à-dire que le rapprochement entre EDF et Areva sera effectif. Ça permettra, en sorte que les constructions de d'EPR repartent. Et
par la même occasion, vous aurez le prix international de l'uranium qui remontera. La Côte d'Ivoire fait figure de locomotive dans toute la sous-région et l'UMOA lui doit même en partie ses actuelles performances économiques. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que la Côte d'Ivoire est un modèle pour l'ensemble du continent? Élément de réponse avec ce sujet qui nous montre que pour atteindre l'émergence, justement, la Côte d'Ivoire mise sur l'industrialisation et les mines. En Côte d'Ivoire, le secteur industriel connaît une croissance. De 25% en juillet 2014, la Côte d'Ivoire va porter la part du secteur industriel dans le PIB à 40% d'ici 6 ans. Pour ce faire, le gouvernement a pris de nombreuses dispositions. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes et de mesures pour justement accroître l'industrialisation à travers la transformation donc, de nos produits agricoles. Et ça va nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée, mais ça va surtout aussi permettre de créer des emplois pour les jeunes, des emplois pour les femmes. Et ça, c'est important pour justement développer notre économie et le secteur socio-économique. En Côte d'Ivoire, l'apport du secteur minier dans le produit intérieur brut n'est pas aussi à négliger. En dehors du pétrole et du gaz, la Côte d'Ivoire bénéficie de la présence des ressources minières, notamment l'or, le manganèse, le diamant, le fer, le nickel et le cuivre. Cependant, seuls l'or et les manganèses sont extraits de manière industrielle. Nous avons un potentiel dans le domaine de l'or, des réserves estimées à plus de 600 tonnes, mais également dans le manganèse, dans le fer, dans le nickel et dans le diamant en particulier. Alors si je prends par exemple l'or, notre production d'or est passée de 7 tonnes en 2009 à plus de 18 tonnes en 2014. Pour dynamiser le secteur minier, un nouveau code a été promulgué en 2014. Par ailleurs, les intentions d'investissements étrangers en Côte d'Ivoire sont passées de 220 milliards de francs CFA à 500 milliards entre 2012 et 2013. Pour les autorités ivoiriennes, le secteur minier doit jouer son rôle dans les projets visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Madame Crisou, on vient de l'entendre dans le sujet, la Côte d'Ivoire entend porter la part du secteur industriel dans le PIB à 40% d'ici 6 ans. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon vous? Déjà, moi, je ris un peu devant ce mot émergence qui est un peu à la mode. Qui fait rire beaucoup de personnes. Oui, ça me fait beaucoup rire parce que c'est un mot qui est utilisé pour masquer un peu l'impuissance et la loisiveté de nos États. Bon. On parle d'émergence, on parle d'industrialisation, émergence à travers l'industrialisation, mais ce sont des chiffres. Mais la réalité, c'est quoi? Je veux dire, on a beaucoup de secteurs où l'État laisse le monopole aux firmes étrangères, comme on a parlé tout à l'heure du pagne baoulé, Uniwax qui a le monopole, alors qu'on peut installer des sociétés ivoiriennes qui vont créer en fait de l'emploi. C'est ce que l'État entend faire aujourd'hui. C'est ce qu'ils entendent faire depuis très longtemps et qu'ils ne font pas. Il y a une grosse hypocrisie mais de la part de ces gens. Moi, c'est pour ça que ça me fait rire. On en reparle dans 6 ans, si vous voulez. Alors, Alfred, vous partagez le scepticisme de Madame Crisoire? Non, comme je suis un optimiste invétéré, je dirais que ça va dans le bon sens. De toute façon, nous le disons souvent ici, ce qui manque véritablement à l'Afrique, c'est que toutes nos économies ont gardé jusqu'à aujourd'hui encore cette orientation d'extraversion coloniale. Les industries d'extraction visent toujours à l'exportation des matières premières. Sur place, il n'y a pas d'industrie de transformation. Il faut qu'on apprenne effectivement à créer ces industries de transformation sur place qui apportent de la valeur ajoutée sur nos produits. Bien sûr, il y a une part qui peut être exportée de manière brute, mais la transformation sur place est nécessaire non seulement dans la valorisation de nos propres produits, mais dans la création aussi de l'emploi. Et donc, que l'État ivoirien vise justement d'ici là à améliorer ce secteur-là de l'industrie, c'est une bonne chose. 2, il ne faut pas opposer toujours, nous parlons souvent ici de ce partenariat public-privé.
Il ne faut pas toujours tout attendre des États, justement, que les privés ivoiriens, les milliardaires ivoiriens, pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas, justement, dans ces secteurs-là, au lieu de toujours tout attendre de l'État. Nous savons que nous ne pouvons plus compter sur les États-providence comme c'était au moment des indépendances. Aujourd'hui, il faut, justement, qu'il y ait un secteur privé fort et puis un secteur qui est maîtrisé par l'État, en tout cas les secteurs régaliens. Madame Crisoy, rapidement. Je ne suis pas d'accord avec Alfred parce que il y a des investisseurs ivoiriens qui ont la volonté d'investir. J'ai l'expérience de certaines personnes qui voulaient investir et ramener, créer des emplois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel marché est conclu entre nos États et les gens qui ont le monopole. Mais parfois, les machines sont bloquées au port. D'accord? Donc il y a une combine en dessous qui fait qu'il y a beaucoup de milliardaires ou de millionnaires qui ne peuvent pas rentrer le nécessaire pour créer en fait de l'emploi à travers une industrialisation privée. Donc oui, non, c'est de l'hypocrisie. Alors, Jean-Marie, je ne vais pas revenir sur l'avis de Madame Crisoy. En tout cas, les chiffres sont là. Comme je le rappelais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire fait figure de locomotive dans la sous-région. Des belles performances économiques. Est-ce qu'on peut attendre plus encore de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? La Côte d'Ivoire peut avoir les moyens de ses ambitions, ça dépend tout simplement des stratégies qui sont mises en place. Je trouve que jusque-là, si vous voulez, les actions qui ont été mises en place sont des actions, si vous voulez, qui conduisent la Côte d'Ivoire à progresser un tout petit peu. Et il y a une problématique essentielle en Côte d'Ivoire, c'est que le fait que la Côte d'Ivoire se lance dans les industries extractives, dont on parlait Alfred là tout à l'heure, est un avantage, parce que c'est un des rares pays en Afrique qui avait un sous-sol, qui a un sous-sol, si vous voulez, relativement riche. Donc, les Ivoiriens ont été depuis, il faut être très très intelligents là-dessus. Ils ont beaucoup mis plus en avant l'agriculture parce que c'était l'agriculture qui procurait le plus d'emplois, si vous voulez, aux Ivoiriens. Et dès cet instant-là, la valeur ajoutée qu'apporterait l'exploitation minière en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée relativement essentielle par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de diversification, la diversification de la Côte d'Ivoire se fait à l'envers par rapport à la diversification des autres pays africains dont nous parlons aujourd'hui. Quand on parle de l'Afrique du Sud, essentiellement, c'est reposé sur quoi? Sur son industrie minière, le diamant, l'or et tout ce qui s'ensuit, alors que pratiquement la Côte d'Ivoire, je vous suivrai à ce niveau-là, Amira, dans la mesure où on dirait que la Côte d'Ivoire a fait l'inverse des stratégies économiques de croissance qui ont été mises en place. Dans tous les pays africains, les pays se sont reposés uniquement sur l'activité minière héritée de la colonisation, alors que la Côte d'Ivoire est pratiquement le seul pays en Afrique qui a mis l'agriculture en avant, c'est-à-dire pour pouvoir accélérer sa croissance. Et je pense qu'ils en tireront des bénéfices et une plus-value énorme là-dessus dans la mesure où l'exploitation vient en complément, puisqu'on parle tout le temps de diversification des économies africaines sur ce plateau, donc je pense que la Côte d'Ivoire est relativement bien partis et ils ont mis en place une stratégie économique que beaucoup de pays africains devraient suivre. Alors Jean-Marie, c'est fini, on n'aura pas le temps de faire le chiffre du jour, c'est la faute de Jean-Marie et d'Alfred. C'est donc la fin de cette émission. Merci Madame Crisoy d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes chroniqueuse. Merci. C'est donc la fin de cette émission, mais l'African Zoom, c'est pas fini. On se retrouve demain avec un dossier du jour consacré à la fabrication artisanale de chaussures au Sénégal. À très vite.